au podcast de lutte Entre deux chaises de métal, le podcast de lutte animé par moi, Marco, et l'encyclopédie de la lutte au Québec, TG. Voilà. Numéro 203, King of the Ring 94. C'est le roi du ring! Le roi du ring! Le roi du ring! Jimmy King va vous couronner, mais pas dans ce show-là. Hey, moi là, j'aime ça le King of the Ring. Ben ouais, c'est plaisant. Ben ouais, c'est fun. C'est plaisant, c'est le fun, c'est plaisant. Oui. Fais-y. Mais ouais, non, c'est toujours intéressant un tournoi de même, là, surtout quand c'est d'aller sur une soirée comme on va voir aujourd'hui, là, mais ouais. Intéressant quand même. Est-ce que tu le ferais toujours comme ça, toi? Oui, mais des fois, c'est une question de logistique aussi, là. C'est pas évident tout le temps, là, mais oui, le plus possible, je le ferais comme ça, ouais. OK. Puis est-ce que le gagnant du King of the Ring devrait avoir un title shot comme c'est prévu cette année? Je trouve que c'est pas nécessaire, là. Non? Mais le but du King of the Ring, c'est d'avoir un roi pour le monter à un échelon supérieur. Pas nécessairement un title shot tout de suite en partant, là. Fait que dans le fond, toi, le King of the Ring, ça devrait pas être des lutteurs nécessairement établis, mais les futurs lutteurs établis. Ça devrait être un tremplin vers le main event, mais ça devrait pas donner un main event tout de suite, c'est ça que je veux dire. Ça serait comme un peu l'intercontinental dans le temps. Exact, c'est ça. Okay. Le stepping stone, dans le fond, pour être un petit peu plus haut, sans nécessairement avoir un title shot tout de suite, là. Tu sais que le stepping stone, c'était le livre d'anglais au primaire? Oh ouais, ça me dit quelque chose, vaguement, ouais. OK. Ça va me rendre confortable d'enlever mes bouts. Tu sais aussi que je l'ai probablement déjà répété dans un de nos King of the Ring qu'on a fait, mais j'ai déjà eu une fête à mon honneur chez moi où j'étais le King of the Ring. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Quand j'avais, je te dirais, 3e ou 4e année, quand j'habitais, avant que je te connaisse en fait, j'avais une maison avec un sous-sol, puis dans le sous-sol, j'avais-tu un trône? Non, j'avais pas de trône, j'avais une chaise normale, puis on m'avait assis. Il y avait des cœurs partout. J'avais une couronne avec la cape et un set. Puis mes amis venaient tous me donner des cadeaux pendant que j'étais assis sur la chaise avec mon trône. C'est bien fucking weird. Ah, c'est pour ça que t'es de même, Master. Avec le King des Arts, c'était moi avant le temps. Tabarnak. C'est qui ton gym Diablo Night Arts? J'en avais pas, en fait. Non, pas besoin de ça, tu des amis. Mais c'est fucké pareil quand tu penses à ça, là. Je repense à ça aujourd'hui, puis c'était pas mon idée évidemment à ce temps-là, mais j'étais pas contre. C'était-tu filmé, sais-tu? J'ai des photos par exemple, je peux retrouver. Oh shit, ça serait malade. Ouais, je suis pas mal sûr que j'ai des photos. Ouais. Mais pendant que tu parles de King of the Ring, peux-tu faire continuer de parler? Moi, je vais aller prendre quoi dans l'autre bar, puis je reviens tout de suite. Ok, vas-y. Fait que aujourd'hui est le premier rétro review King of the Ring, le premier de 2. Évidemment, chaque année, on fait deux reviews du pay-per-view actuel. On sait que dans la vraie vie, c'est le King and Queen of the Ring qui viennent de passer la semaine passée. Puis fait que nous autres, on rentre dans le mois de juin, parce que le King of the Ring, à la base, c'était au mois de juin avant. On rentre dans 2 rétro-reviews. Donc, King of the Ring 94 aujourd'hui et la semaine prochaine ou l'autre semaine d'après risque d'être le King of the Ring 2002. Donc, quelque chose de plus moderne, mais... Quand on dit plus moderne, ça fait une vingtaine d'années pareil. Mais là, on est vraiment dans la Golden Era. Quand il s'est amené sa couronne de Burger King de Philadelphie. Calice. Un plat que j'ai passé dans ma vie, je pense. Couronne Burger King. Je voulais juste montrer que j'avais ça. Ça, puis commander un café à 8$. Là. Ouais, qui mangeait de la chenute. Ben, pas DoorDash, pas de la faute à eux autres, là, mais... Ben oui, c'est de leur faute. Ben non, c'est le gars qui fait la livraison qui se marché en commande. C'est pas DoorDash qui a la commande, puis on dit mets ça dans l'évidence, tu sais. DoorDash, le gars, il travaille pour DoorDash. Fait que oui, s'ils ont engagé un épais, c'est de leur faute. Mais non, DoorDash, ils n'engagent pas du monde. C'est le monde c'est comme Uber, là. C'est le monde qui décide de faire ce qu'ils veulent. Ouais, mais il faut qu'ils engagent pareil. Il y a un boss, là, il t'arrive pas là, puis je travaille là. Ah ouais, mais ça veut pas dire nécessairement que cette personne-là, qu'elle m'a fait ça à moi, qu'elle va faire ça à tout le monde non plus, là. T'as trop bon cœur. Comment ça, tu commandes des cafés à 8$? T'es bien riche, je pense à ça. Ouais, mais il y en a qui vont le chercher pour 8$, mais moi, je le commande pour 8$. Ouais, mais là, le Starbucks, moi, à côté de chez nous, il est fermé, fait que je suis pas content. Ah, pour vrai? Comment ça? Rénovation.
Ah, ben là, c'est normal. Ils vont le mettre plus gros encore pour que tu aies plus de choix de café. Ouais, exact. Pense à toi, eux autres. Yes. Fait que, on est prêt Rendu où, là? pour le King of the Ring 1994, la deuxième édition du King of the Ring officiel, je te dirais. En page-per-view, évidemment, oui. Ouais. Et, ben là, coupe la musique. Non. J'ai une annonce importante à faire. Oh. Évidemment, avant chaque rétro-review qu'on fait, on fait toujours quelque chose. Non. Quelque chose que Marco, il chiale parce qu'il est pas bon. Fait que je pense que tout ce que je vais faire à partir de maintenant, c'est que je vais juste le dire les affaires, puis je te ferai pas participer. Comme ça, tu chialeras pas, puis tu vas être bien content. C'est quoi? Un segment, on l'appelle Dans la vraie vie! Le segment où je vous dis ce qu'il y avait dans la culture populaire autour des éléments qu'on va reviewer aujourd'hui, qui est King of the Ring 94, avec plusieurs catégories, dont la première qui est la suivante. Chanson numéro 1 en Amérique du Nord. En 94? Oui, en juin 94, à l'entour du 19 juin, pour être plus précis. Tu share? Non, c'est pas Cher. Parfait. C'est la chanson I Swear de All for One. Ah, c'est-tu? I swear. Ben oui, c'est ça. Ben oui, c'est ça. I'll be there. Ouais, I swear. C'est ça, exactement. Oui, parfait. Chanson numéro 1 au Québec. 94, ça doit être Beau Dommage. Et non, c'est Je t'aime. Non, Je t'aimais, je t'aime, je t'aimerais de Francis Cabrel. Ah, mais tu sais que le pourri à Sylvain Cossette, il l'a repris, cette chanson-là? Il y a quelqu'un qui a pas repris ce style-là. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerais. Ben oui. C'est ça. Film numéro 1 au box-office. Un film d'action. 94? Oui. Film d'action. Die Hard? C'est ça avant ou après Die Hard? Je m'en souviens pas. Bah, doit être un petit peu avant, je pense, peut-être. Ok, je vais dire Die Hard 2. Et non, c'est Speed, ou en français Clanche, avec Keanu Reeves et Sandra Bullock. Un classique. Oui. Jeu vidéo sorti alentour. Sonic. Sur le Game Boy. C'est Donkey Kong 94. C'était mon deuxième choix. Parfait. Oh boy. Dans le monde du sport, évidemment, on est au mois de juin. Coupe Stanley? Et oui, qu'est-ce qu'il y avait en 94? Rangers de New York? Oui. Qui ont battu qui? Canucks, je pense, non? Ouais. Ah, chose qui n'arrivera pas cette année parce que les Canucks sont éliminés. Ça fait plus longtemps que les Kings, pareil. Combien t'as de coupes, les Canucks? Ouais. Moi, je pense pas au passé, je pense au présent. Au présent, on est meilleur que vous autres en ce moment, fait que c'est ça qui arrive. Ben, en ce moment, on est pas mal légal. Là. Non, pas au classement, puis pas dans le finish de série. A win is a win, a loss is a loss. Ouais. Ils ont gagné 3-2 pour gagner la série en 7. Pour finir la... Les Rangers n'avaient pas gagné la Coupe Stanley depuis 54 ans à l'époque, quand ils ont gagné la Coupe Stanley en 94. Fait qu'ils ont arrêté ça là, en battant les Canucks. Puis là, ça fait une trentaine d'années. Fait que peut-être que cette année, ça va être la bonne, on sait pas. Peut-être qu'on va boucler la boucle, puis ça va être l'autre. On a la Coupe Stanley cette année, peut-être. Peut-être. Sur le WBF Magazine du mois de juin 1994, 1994. Sur le cover, on a Bret Hart avec aussi Amortez, Roddy Piper et aussi dans le bas, Tatanka. Et pour boucler la boucle, voici dans les journaux, dans l'entour de Baltimore, le petit commercial qu'il y avait dans le journal. Voici on voit Bret Hart et Diesel, évidemment. Et aussi le logo, toute l'équipe. Fait que voilà, je trouve ça très beau. Puis c'est vraiment nice pour vrai quand on est capable de trouver ces petits bijoux-là sur Internet. Fait que voilà. Ouais, et ça nous rappelle comment le rétro est plus beau que le moderne. Oui. Et bien sûr, évidemment, on va finir ça avec ça. Voici. Ah oui. Il fallait qu'il brague. Ben, je vais tout le faire à tout fois que je les ai. Fait qu'arrête de dire ça à tous les fois. On fait tout le temps ça. Ah oui, je sais, je te dis. Puis, ouais, fait que voilà, le WBF, le VHS Coliseum Vidéo, qui joue
en arrière de moi, mesdames, messieurs, en ce moment, on a Razor qui est dans le torturac de Bam Bigelow. Toi, c'est une TV plat en arrière, c'est ça? Ouais, une TV plate, ouais. Ben quoi, pourquoi tu ris? T'as-tu ça, une petite TV genre old school? T'as pas ça, hein? Puis là, quand je dis TV plate, c'est pas que les émissions qui jouent dans la TV sont pas bonnes, là, c'est juste qu'elle est plate. OK. Mais OK. je sais, ouais. Mais quoi, tu as une petite TV? Non, j'ai pas ça. Comme dans le temps, j'ai pas ça. Mais oui, ça sert à rien, on la verrait presque pas. Fait que... OK. Moi, mon rêve, c'est arrêter d'être, tu sais, comme dans le temps, là, le BF, quand il faisait les affaires, des updates, là, tu voyais toutes les TV en arrière d'eux autres avec les matchs qu'ils jouaient. Là. J'aimerais vraiment ça maintenant, mais c'est tough. Ben, c'est faisable. Ouais, mais là, m'acheter 5-6 TV, mais dans l'arrière de moi, à accrocher. Pas sûr que Vas-tu au marché aux puces demain? Il n'y a rien au marché aux puces. Ben, il y a des TV. Ouais, mais on verra. Bref. On pourrait repartir de là avec 10 TV. Ce serait malade. Ça serait fou. Fait que voilà, c'est ce qui conclut évidemment. Dans la vraie vie, merci beaucoup d'avoir participé. Plaisir, c'est que ça que je fais, moi, participer. C'est vrai. Sauf quand c'est des quiz de lutte québécoise. Ça, je suis bon en Chris, par exemple. Ouais, t'es bon en Chris, ouais, c'est ça. Alright, fait que King of the Ring 94 est le deuxième pay-per-view de ce nom. Et il a lieu le 19 juin 94 en direct du Baltimore Arena, maintenant le CFG Arena, Bank Arena, pardon, de Baltimore au Maryland. Et 12 000 personnes étaient dans l'assistance ce soir et le show a été acheté 185 000 fois à la télévision payante. C'est bon, ça, c'est plus que AEW aujourd'hui. Ouais, bien comique, bien comique. Et dans le match de la soirée, Thurman Plug a vaincu Kwang, accompagné de Harvey Whippleman, évidemment, Thurman Plug et Thurman Sparky Plug, Bob Holly, NASCAR driver. Yeah, boy! Et à noter que Vince McMahon n'était pas à l'aréna pour ce show-là. Il venait d'avoir une opération au cou. Alors voilà. Ah oui? Oui. Et on commence les hostilités avec les heels du tournoi qui sont dans backstage devant le tableau du tournoi. Puis à s'obstiner entre eux, savoir qui va gagner le tournoi. Ils arrivent, ils changent toutes les affaires. Fait qu'évidemment, les heels, c'est Bam Bam Bigelow, Double J, Jeff Jarrett, Owen Hart et IRS. Ouais, c'était cool ce segment-là pour vrai. Ah ouais, c'est une belle touch. Ouais. Et Todd Pettengill, après ça, nous parle de la carte de ce soir. Et ensuite, après ça, on a un hymne national chanté par Ricky Medlock, guitariste et chanteur de Blackfoot. Et un peu plus tard, on va être un membre de Lynyrd Skynyrd. Tabarouette, hein? Ouais. C'est bon. Et ce soir, les commentateurs sont Gorilla Monsoon, Macho Man Randy Savage et Art Donovan. En fait, c'est en fond, Art O'Donnell que Gorilla dit au début. C'est malade. Art O'Donnell! T'es déjà mêlé à cette époque-là, Monsoon. Hein? Ouais. Non, mais là, c'est correct. Là. Art Donovan est un ancien joueur de football des Colts de Baltimore dans le milieu des années 50. Il était un secondaire. Puis pourquoi il était dans ce show-là, en fait? Il avait été amené là parce qu'il est une légende dans la région et les environs. Puis c'est pratiquement juste quelque chose pour là-bas, une attraction pour le show. Puis c'est une idée de Kevin Dunn, qui était une connaissance de Art Donovan, qu'il connaissait, il l'avait vu une couple de fois à la télévision, puis il a pris contact avec lui. Puis le résultat va faire que c'est quelque chose en même temps, c'est mauvais, puis c'est divertissant en même temps, les deux. Là, fait que, puis on va en parler beaucoup dans le review, fait que préparez-vous. Ouais, mais tu sais, je pense que c'est juste normal. Ils font toujours ça. Même aujourd'hui, ils font encore du monde de la place. Quand ils sont capables d'avoir quelqu'un de connu là-bas, ils l'amènent. Puis... Ouais, mais pas le show complet. Là. Ouais, c'est encore drôle. C'est encore drôle. Ouais, en tout cas. Bref. Les commentateurs parlent de la carte de ce soir et Donovan répond tout d'une shot qui dit que Razor Ramon va gagner le tournoi. C'est comme si quelqu'un y avait dit une réponse à dire, peut-être. Bref. Ouais. Match numéro 1. On commence le tournoi. La première ronde avec Bam Bam Bigelow, accompagné de Luna Vachon contre Razor Ramon, le bad guy. Sur cette photo-là, sur YouTube, Razor Ramon, il a l'air un peu d'un attardé, là, je trouve. que ça pousse. Détends, votre patailleul, man. Puis après ça, il s'étouffe avec son cure-dent. C'est pas gentil. Bam Bigelow a battu Thurman Sparky Plug pour se qualifier, tandis que Ramon a battu Kwang. Fait que voilà, les deux gars du Dark Match, évidemment, ils ont perdu contre eux autres pour le tournoi. Puis là-dedans, ce qui est drôle, c'est que Razor a fini par être en équipe avec Kwang plus tard, mais quand il va changer son personnage pour être Savio Vega.
Ouais, c'était un peu quand que le personnage de Razor se perdait un peu. Hein. Quand il était moins dans les storylines, si on veut. Hein. Ouais, il était mid-card, il était correct. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que voilà. Bigelow utilise sa force pour mettre Ramon au tapis avec des coups de bélier. Il lui fait une descente de la cuisse. Il tente d'en venir avec de gens avec son adversaire avec un coup de tête de la 3, mais Razor s'enlève, il n'y a plus personne dans la piscine. Ramon ramasse les jambes de Bammer et les rentre dans le poteau pour endommager l'entrejambe de Bigelow au grand déplaisir de Luna. Et Beau Bulldog, la deuxième corde, par le mauvais garçon. Et ensuite de ça, Bam Bam sort Razor quand Ramon manque une charge par-dessus la troisième corde. Un excellent bump de Razor là-dessus. Ouais. Et après un insécurie, Bigelow travaille le dos du bad guy. Et, quelques temps après, Ramon revient avec une souplesse ventre à ventre sur la bête de l'Est. Les deux sont sur leurs pieds pendant un échange de coups de poing. Ramon finit par slammer Bigelow avec un beau pop là-dessus. Il veut placer Bam Bam sur la 2 pour sa souplesse arrière, mais Bigelow le frappe tout de suite avec un coup de coude. Il lui fait un body slam au tapis. Il monte à la troisième corde pour faire son saut de lune, mais Ramon le poigne et l'écrase au tapis. Il couvre Bigelow 1, 2 et 3. Razor Ramon avance en deuxième ronde. Ouais, puis ce que j'aimais aussi à l'époque, c'est que les matchs King of the Ring, c'était, tu sais, aujourd'hui tu regardes ça, tu fais comme, voyons, c'est bien sec comme finish, mais tu sais, les matchs étaient tous en bas de 10 minutes, justement, pour que les lutteurs puissent être capables de faire plusieurs matchs dans la soirée. Les finishes étaient tous différents aussi. En fait, il est dans la limite là, pour les King of the Ring. Là. Le premier round, c'est 15 minutes. Après ça, c'est une demi-heure. Après ça, c'est 1 heure la finale. Ouais, exact. Puis ce combat-là a duré 8 minutes 24. Un bon opener. Ben, un bon opener. C'est pas le meilleur des openers, mais c'est un opener honnête. Ça a fait la job pour un match de King of the Ring. Puis je te l'avais dit avant qu'on fasse ce show-là, c'est que moi, je pense que c'est un des meilleurs, peut-être pas le meilleur, mais un des meilleurs tournois King of the Ring niveau lutteur, niveau. Comment je pourrais dire ça? Le brain, dans le fond, de monter le Bracket. bon gars au bon moment. Puis, ouais. OK. C'est très logique. Ouais, ben, comme tu as dit, un bon petit match pour commencer le show. Puis Ramon, d'habitude, Razor, il a tout le temps de la bonne chimie avec les big guys, là, souvent quand c'est des gars un petit peu plus gros que lui. Là. Il est fort aussi, Razor. Pour vrai, non, Razor, c'est pas un petit gars. Il faisait 6 pieds 6 puis 275 livres. Ouais, il est capable. Il était pas petit, là. Puis il était musclé en maudit, là. Il était pas. Il n'y a pas une de graisse de pâte à dans ces shorts-là. Je donne à ce combat-là la note de 2.5 sur 5. Mais 2,5. Je te dirais que je suis pas mal à la même place que toi. Ouais, 2.5, moi aussi. 2, ça serait pas assez. 3, ça serait trop. Fait qu'on est vraiment. On coupe la poire en deux, comme tu dis. Pas trop de poids, j'ai faim. Ouais, il y avait Ramon va affronter le gagnant du prochain combat entre Mabel et IRS. Est-ce que Bigelow va terminer son association avec Luna Vachon après que Bam Bam a été acheté par Ted DiBiase pour joindre sa corporation? L'excellente corporation. Ouais, mettons. Interview time avec Todd Pettengill, IRS et Mabel. Erwin dit qu'il n'est pas inquiet de Mabel et qu'il va le passer facilement pour ensuite laver Razor Ramon. Il espère aussi que Tatanka va se rendre jusqu'en finale pour en finir avec lui une fois pour toutes. Et il part et Mabel dit qu'il ne devrait peut-être pas s'inquiéter sur Ramon, mais sur de M to the A to the B-E-L à la place. Parce qu'il n'arrivera jamais de l'épaule au tapis pour un compte de 3. Et après ça, Todd demande si eux pensent déjà affronter Ramon et Oscar, qui est le manager de Mabel, qui apparaît in camera. Et on ne le voyait pas depuis début de la promo, mais il arrive. Ouais. Puis il dit qu'ils vont commencer par le punk des taxes. Mais que si ça arrive à Ramon, il l'aime bien, mais c'est juste de la business impersonnelle. Un homme à la fois, dit Mabel, j'ai de quoi contre IRS, mais si après c'est Ramon, il s'en va à terre lui aussi. C'est moi le vrai mauvais garçon, finit Mabel en lançant son cure-dent imaginaire. Match numéro 2. IRS contre évidemment Mabel avec Oscar dans son coin. Pour la première ronde du tournoi King of the Ring. Quel contraste. La promo boring d'IRS puis le rap de Man on a Mission. Le choix est facile. Whoomp, there it is. Hey, come on. Arrête là. T'auras pas à chaque moment que tu vas avoir de blaster IRS, tu vas le prendre. Ah, mais il y a 2 matchs dans le show puis il y a 2 promos. Fait que watch out. Hein? You tax cheat better. Bon. Pounana. Ouais, c'est exactement ça. Mais bon, number 1, IRS rap. Et IRS a battu Scott Steiner pour se qualifier, tandis que Mabel a battu un autre moitié de tag team, mais celle-là, c'est des Québécois avec
Pierre. Et là, voici, ça va arriver dans la soirée, je vais faire des phrases de Art Donovan. Et Art Donovan sur IRS. C'est-tu un des lutteurs, ça? On dirait un homme d'affaires. Et sur Mabel. Combien il pèse, ce gars-là? Et ouais, combien il pèse, ce gars-là qui dit? Puis l'autre, après ça, dit 500 livres plus. Ah! C'est pas juste. L'autre pèse la moitié de lui. Voilà. On dirait un gars qui n'a jamais écouté la lutte et que c'est un sans dessin. Ben, c'est vraiment ça. Ouais. Là, tu parles pas de moi, là, tu parles de lui, j'espère. Ben là, franchement. Toi qui n'as jamais écouté la lutte, ça fait du sens en esti, ce que tu viens de dire là. Ben là, tu devrais pas commencer en disant je suis pas sans dessin. Si tu devrais dire en premier, t'es pas sans dessin et tu connais ta lutte. Au lieu de dire tu connais la lutte. Hey, déconnecte-toi puis reviens. Pourquoi? Parce que TJ, de temps en temps, le Wi-Fi ne se rend pas à Laval, Montréal. Attends, m'a fermé les autres fenêtres. Là. Mais, ouais, IRS, j'aime beaucoup IRS pour... ouais, il y a beaucoup de monde qui va dire pour quelle raison. Mais ça va être dur de le défendre de ce King of the Ring. Ouais. Correct, là? Ça a l'air. OK. Ah, j'ai fermé les autres fenêtres, j'ai oublié de les fermer. Puis, c'est ça. Ça devrait être correct. Ouais, ça veut rien dire. Ouais, fait que j'ai rendu. Ouais, j'ai pas fini. Il y en a d'autres phrases. Je pensais que j'avais fini avec les deux. Art Donovan sur Oscar. C'est qui le gars en blanc? Ça, et puis Macho Man dit ça, c'est Oscar, le gérant de Mabel, dit Macho Man. Ha! Je pensais que c'était le gars qui s'en venait le chercher pour l'amener à l'hôpital. Et sur Mabel, encore. Il a beaucoup d'or dans sa bouche, il doit être riche. C'est Grills. Ouais, oui. Mabel devine le début du match jusqu'à temps que IRS se tasse une charge dans le coin. Et Mabel rentre dedans et un coup de genou dans le dos l'envoie le futur Viscera en bas de la reine. Condamné en sautant d'Erwin, mais Mabel à terre, suivi de 2 elbow drops, mais l'homme en mission dégage en force avec 2. Et petit paquet surprise de Mabel pour un autre compte de 2. Et ensuite, on a IRS qui calme le jeu, of course. Mabel revient avec un surpassement. Et après, on a un comeback de Mabel qui finit en écrasement de trottoir. Il monte la deuxième corde pour faire un splash à IRS, mais il prend trop de temps. Et Scheiser le fait payer en faisant avec une autre façon de le faire tomber. C'est genre, c'est weird parce qu'il fait juste shaker la corde, puis l'autre, il genre, ça prend vraiment du temps avant qu'il tombe. Ben, c'est un move de dummy de gros, là, genre quand Yokozuna, il était pas capable de remonter dans le ring parce qu'il est trop gros. Là, ce genre de spot-là. Ouais. Puis ça s'est rough un peu, puis il l'épine encore plus. Là. IRS il tient la corde avec son bras pour faire le compte de 3, puis voilà. Fait que voilà, IRS avance en deuxième ronde. Puis pour Mabel, bien sûr, il y a toujours l'année prochaine. Puis ouais, c'est ça. Comme si Mabel gagnait King of the Ring. Ben oui. Tu devrais pas dire. Quoi? Tu brises le moment quand tu dis ça. Ben, arrête, ça fait 35 ans de ça. Le monde le savent. T'es pas obligé de leur dire par-dessus. Là. Ouais, moi, je leur dis. De BF dans le temps avec Vince ici. Ouais, c'est moi, Vince. Non, laisse-moi, c'est pas Vince. Non, c'est pas toi. Embarque-toi dans ce train-là parce que tu vas aller dans le mur, je pense. Ouais. Et fait que voilà, pas bon. Déjà que Mabel est limité. Ailleurs, c'est pas un bon opposant pour lui en plus. Fait que je donne à 1,5 sur 5. Parfait. C'est dur à défendre. Au moins, le match a duré 5 minutes. Fait que c'est pas pire, 5,34. Fait que non. C'est dur de se battre contre un big guy. Puis il faut que il faut que l'autre opposant soit capable de transporter un opposant lui tout seul. IRS, c'est pas quelque chose qu'il est capable de faire. Fait que j'ai donné 1 sur 5. Alright, good. On va y aller avec ça pour ce combat-là. Ouais. Donc, c'est confirmé. IRS contre Razor en deuxième ronde. Tandis que Mabel va continuer dans la division par équipe avec Mo. Et son prochain match d'envergure va être à SummerSlam contre Jeff Jarrett. Mais IRS puis Razor Ramon, donc, moi je trouve qu'ils ont toujours une bonne chimie ensemble, par exemple. Ouais, c'est pas le pire opposant pour IRS. Là. C'est un des seuls qui faisait des bons matchs avec. Là. Ouais. Ben, bon match, en parenthèse. Ouais. Match respectable. Arrête. Hey. Non, il est pas bon. Hey, calme-toi, c'est un professionnel. Ouais, bravo. Dans une exclusivité Colosseum vidéo, on se transporte au locker room de Jim Cornette et M. Fuji qui discutent de stratégie Yokozuna et Crush. Et Cornette est fâché parce que le caméraman arrive presque en retard. Et Fuji fait un pep talk aux deux.
Et ensuite, Fuji dit que les Edge Shinkers, pardon, c'est lui qui a dit ça, c'est pas moi. Là. Ah oui, aussi. Puis après, Crush et Yokozuna vont faire partie le caméraman qui est tombé sur le dos, parce qu'il y a eu Ashen et les deux autres qui ont foncé dessus, avec raison. Fait que voilà, un petit vidéo, une petite exclusivité comme vidéo qui change pas grand-chose dans notre vie. Match numéro 3. Tatanka contre Owen Hart en première ronde du King of the Ring Tournament. Oh yeah. Oui. Hart Tournament sur Tatanka. Combien qu'il pèse, lui? Et sur Owen et Tatanka ensemble. Ces deux-là seraient des bons secondaires. Tu leur mets un casque et ils font peur à l'autre équipe. Ça prendrait un esti de casse à Tatanka avec la tête qu'il a, par exemple. On l'a vu en vrai, il a une esti de grosse tête. Là. Ah, ben, tu lui mouilles des cheveux puis c'est correct. Shit, man, c'est impressionnant. Quand je me souviens le matin, je pensais pas que je n'avais pas la tête de Tatanka à soir. Là, mais bon. Moi, quand je me lève le matin, je me donne toutes les possibilités possibles pour parler de Tatanka. Oui, je pense que quand tu fais tes toasts, tu fais sa danse en entour de la table, je pense. Aïe, 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 aïe. Pourquoi j'ai dit ça? Tatanka a gagné sa place ce soir en battant Crush dans un combat de bûcheron. Et Tatanka lui devait affronter Jimmy Del Rey des Heavenly Bodies, mais Fuji a donné de l'argent à Cornette, qui était en plus le gérant des Bodies, celui de Yoko avec Fuji, dont la connexion est là. Le premier affrontement était un décompte à l'extérieur double. C'est la semaine d'après à Raw que Tatanka a battu Crush avec l'aide de Lex Luger. Ensuite, on a Owen Hart, lui, qui a battu Doink the Clown, qui au départ avait été cédulé pour être Earthquake. Il avait quitté la WWF pour la WCW avant que le combat soit à la télévision. Il avait montré une vidéo où Yokozuna avait blessé, en parenthèse, Earthquake pour expliquer son remplacement du tournoi puis pour qu'il avait quitté la fédération. C'est son ride-off, dans le fond? Oui, exactement. Macho commentaire dit que Owen est dans le tournoi pour faire pareil comme Brett l'année passée. Ouais. Il gagnait le tournoi. Et puis en passant, j'adore le gear de Owen Hart dans ce show-là. Hey! Je l'avais dans mes notes, là. Honnêtement, là, j'aimerais vraiment ça qu'il sorte une figurine de lui avec ça. Vraiment full mauve, là. C'est rose mauve. Ouais, rose mauve, là. Mais il est fucking nice pour vrai. Là. Je pense que c'est son plus beau que j'ai vu depuis que je check les matchs de Owen Hart. Là. Ah, il est solide. Très, très, très solide. Ouais. Ouais, fait que Tatanka perd pas de temps, il est agressif et fonce sur Owen, il fait un surpassement. Il lâche pas la pression avec un arm drag japonais puis un hip toss. Et le Rocket veut se donner un peu de lousse et envoie Tatanka à l'extérieur qui tombe sur ses pieds. Et Hart le lance dans le poteau. Après ça, on voit Ramon et IRS en train de se pousser en arrière avec les officiels qui tentent de les séparer. Ils préparent, ils mettent la table pour tantôt. Et Hart continue d'avoir les devants avec une souplesse gut wrench et un saut chassé en missile de la troisième corde. 1, 2 et non! Tatanka va pas ensuite des coups dans le coin. Il fait sa petite danse. Aïe, 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 aïe. Pas obligé de faire tous les fois. Là. Et des chops à la tête d'Owen Hart lui donne un compte de 2. DDD de Tatanka sur Owen bien exécuté. 1, 2 et non! Bon rythme au match. Ouais. Tatanka monte au troisième câble. Une atémie à la tête du Rocket. 1, 2 et Hart dit non encore une fois. Et Power Slam encore une fois pour un autre compte de 2 et non encore. Et après ça, on a ensuite le finish de SummerSlam 92 avec Tatanka qui est dans le rôle de Brett et Owen dans le rôle du Bulldog. 1, 2 et 3, c'est terminé. Rendez-vous en deuxième ronde pour la fusée Owen Hart. Ouais, puis pour ceux qui voudraient voir le gear avant qu'on montre les photos de la fin, ben le voici. Le gear, ça, c'est pas le même match, là, c'est dans l'autre match d'après, mais voici le gear. C'est le même show, là. Ouais, voici le gear du Rocket Owen Hart. D'ailleurs, petite précision, la semaine passée, ça faisait 25 ans, l'anniversaire de son décès. On en a parlé à travers la table. Mais 25 ans que Owen nous a quitté, un de mes meilleurs de tous les temps. On n'avait pas fait la biographie d'Owen Hart encore, hein? Non, on l'a fait au mois de janvier, on l'a dit dans Ah oui, ça commence le mois de janvier avec Owen Hart l'année prochaine, mais je m'ennuie d'Owen. J'aurais aimé ça, voir ce qu'il aurait pu nous donner de plus, mais quel lutteur, quel heel, pour vrai, là, en général. Là, on parle pour parler. Penses-tu qu'il sera encore dans le business aujourd'hui, Owen Hart? Ah oui, c'est sûr et certain. Pas sûr qu'il sera encore dans le business. Moi. Tu penses? Ah, c'est vrai, il voulait prendre sa retraite jeune, lui, hein? Ouais, il voulait faire la lutte, puis il voulait rester avec sa famille, puis être pompier, je pense qu'il voulait faire. OK. Mais en tout cas, ça aurait été tout un atout pour le mind business pour les générations futures parce que c'était tout un catcheur. Oui. Puis pour un très bon match ici, un match qui était vraiment bon. Puis Babyface Tatanka est très bon, là, mais Heel Tatanka, non. Là, mais au moins, il est bon en Babyface, au moins il est bon. J'ai rien contre lui en Babyface. Là. Puis
j'aime pas mal tout de lui en babyface. Là, l'entrée, ses matchs, la toune était écœurante aussi. Fait que non, c'est quand il était heel après que c'est. Mais bon. Ouais, mais tu sais, en même temps, c'est de la façon aussi que tu bookes ton heel. Je veux dire, je pense qu'il y aurait eu une façon de le booker avec son personnage, de le faire différemment. Est-ce que ça aurait passé? Probablement, parce que la WWE n'a jamais eu peur d'aller dans des trucs un peu controversés. Mais je pense qu'il y aurait eu façon de booker mieux que ça. Mais bon, rendu là, je pense que c'était plus un gars parmi tant d'autres dans une storyline. C'est ça. Ouais, en effet. Et je vais donner à ce combat-là 3 sur 5. Ouais, pas mauvais, pas mauvais. Je vais donner à ce combat-là également 3 sur 5, mon cher. Mes deux de mes préférés, Tatanka et Owen Hart, pour des raisons différentes. Ben, c'est pas le pire show pour toi et pour tes goûts là, à soir. Là. Ah non, j'ai plein de lutteurs que j'aime dans cette carte-là. Ouais. C'est pour ça que je t'ai dit que c'était un de mes tournois préférés du King of the Ring. Ouais. Et Owen va affronter soit Jarrett ou le Kid tantôt. Tatanka, il va commencer une histoire avec un certain Lex Luger qui va évidemment amener ça jusqu'à SummerSlam 94. Ça, je pense qu'à un moment donné, on va couvrir cette histoire-là au complet, un podcast complet sur ça. Bon, on l'a déjà fait, là. On a déjà parlé de ça beaucoup de fois, là. Non, mais de A à Z, tous les matchs, tout ce qui s'est passé, tout. Non? Ouais, si tu veux, on peut faire une des meilleures storylines de tous les temps. C'est comment? Ouais, ça, exagère pas, là. C'était bon, là, mais c'était pas arrête, le Colin, là. Faut pas, je sais bien que t'aimes les deux, là, mais... Hein? Ben, je sais bien que t'aimes Tatanka, je veux dire. Ok, parfait, merci. C'est mieux. Même si j'ai acheté un bonhomme de Luger cette semaine. Si je vais me le lâcher, celle-là aussi. Bref, ben oui, c'est sûr qu'il était écœurant. Interview time avec Todd Pettengill, Heartbreakage, Shawn Michaels et le champion intercontinental Big Daddy Cool Diesel. On nous montre des images de Monday Night Raw de 3 semaines. Pardon. Ou à l'épisode du King's Court de Jerry the King Lawler, Diesel a fait son powerbomb au Hitman. Ouais. Et Sean dit que depuis ce temps-là, il y a beaucoup de misère à dormir en pensant que Brett a de la douleur à cause de Diesel. C'est peut-être la drogue qui l'empêche de dormir, mais bon, tout de suite. J'ai 2 mots à te dire ce soir, Brett, dit Diesel. Jack Knife. Ça, c'est juste un mot, mais c'est correct. Il se tient trop avec Sean, je pense, parce que c'est juste un mot, le Jack Knife. En fait, c'est 2 mots. Ben, ça se dit un Jack Knife. Tu peux dire les deux séparés, mais le Jack Knife Powerbomb, c'est Jack Knife. C'est ça long. Non, c'est pas dans le salon. Je suis dans ma chambre en train de faire le podcast. Ouais. C'est arrivé une fois, ça va arriver encore ce soir. J'ai une épaule de prix qu'une ceinture, donc je vais avoir l'autre qui est occupée aussi. Puis Todd leur demande s'ils ne sont pas inquiets de voir quel membre de la famille Hart va être accompagné, va accompagner Brett tantôt. Puis Sean répond que non, mais que de toute façon, personne n'aime personne dans cette famille-là. Puis qu'il va falloir que tu affrontes Diesel tout seul. Tu t'en vas. Diesel. Diesel. Hey, Diesel. Et tu t'en vas en haut. Puis tu descends en bas. Votre prochain champion, Diesel. Ah, puis moi aussi, dit Sean. Parce qu'évidemment, Shawn Michaels, c'est. Même si c'est l'autre champion, il va te dire que c'est lui pareil. Hein? Et oui. C'est Sean, hein? C'est ça. Ouais. Match numéro 4. Le dernier match en première ronde du tournoi. Double J, Jeff Jarrett contre le 1-2-3 Kid. Et bien sûr, à titre informatif, on prononce Double J, Jeff Jarrett de cette façon. J-E-F-F, J-A-R-R-E-T-T. Ha ha ha! Puis, je veux juste qu'on précise aussi que 1-2-3 Kids, c'est 1, 2, 3 enfants. Parce qu'on est un podcast français aussi. Là, ouais, c'est ça. C'est un petit kid. Hein? Ah oui. Voilà. Ouais. Art Donovan sur le 1-2-3 Kid. Hey, il ressemble à un boxeur! Non, vraiment pas. Vraiment pas. De quoi que tu choses? Et Jarrett et le Kid ont battu Lex Luger et Adam Bomb respectivement pour se qualifier. Et Double J fait trébucher le Kid et il rentre la jambe sur le tablier du ring. Une position dans le coin fait tomber le Kid sur l'impact. Et après ça, Jeff manque un saut chassé quand le Kid tient les cordes. Et un rouleau de victoire donne un 2 au Kid. Et ensuite, Jarrett avec une superbe souplesse en slingshot à la Tully Blanchard, suivi d'un coup de poing de la deuxième corde de Double J. Après un spinning heel kick, le Kid monte en haut et fait un front flip, mais il n'y a personne dans la piscine encore une fois. Et un peu plus tard, Jarrett est avec le Kid sur la deuxième corde pour une superplex. Mais le Kid tient bon et saute avec une croix de corde à la troisième corde pour un compte de 2.
Et le Kid manque un coup de pied dans le coin et Double J commence sa préparation pour la prise en 4. Mais le Kid le surprend avec un petit paquet pour la victoire et l'avancement dans le King of the Ring. Ouais, très beau finish. Un classique, là, je trouve que tu étais pogné avec la jambe. Fait que tant qu'à être pogné, tu gardes ton adversaire proche de toi, tu le roules puis tu barres sa jambe. Ses deux jambes avec l'autre jambe. Fait que ça fait un cadenas de jambes. Puis il était plus smart que Jeff Jarrett. Puis je le répète, là, on le dit souvent au podcast, là, mais 1, 2, 3 Kid dans les années 90, là, c'était l'équivalent de tous les high flyers qu'on voit aujourd'hui, dans le sens qu'il sortait des affaires spectaculaires qu'on n'avait quasiment jamais vues. Puis c'est un gars avant son temps. C'est comme Jeff Hardy avant le temps. Oui, exact. Vraiment, là, il est solide. Oui. Et après la cloche, Jarrett pète un plomb. Il fait 2 marteaux pilons au Kid très bien exécuté. Ouais. Et les officiels arrivent et lui disent de partir, mais il pousse un arbitre et lui en fait un autre. Et pour ça, il continue avec des vols de la deuxième ordre qui sont dégueulasses. Et il part éventuellement sur une pluie de huées. Et à cause de son attaque, la présence du Kid dans le deuxième monde est maintenant 50-50. Voyons voir plus tard. Mais sinon, un autre combat solide. Et l'angle d'après-match est bien, mais est bien, même si en bout de ligne, elle va servir à rien. Mais bon. Et je donne à ce combat-là la note de 2 3/4 sur 5. Ouais, je vais donner la note de ce combat-là 2,5 sur 5. OK. Et comme j'ai dit, on va voir tantôt si l'équipe peut affronter Owen tantôt. Et Double J lui va continuer sa rivalité avec Doink pour ensuite faire un match contre Mabel à SummerSlam. Puis là, dans quelque chose de genre arrogant puis stupide en même temps, on a ensuite un commercial qui vend la WWF de l'époque contre la nouvelle génération. Puis dans la vidéo, les vieilles affaires sont comparées à des affaires, les trucs de l'époque. Là. C'est comme la vieille garde représentée par André le Géant, Ivan Putski, Iron Sheik et Hulk Hogan. La nouvelle génération représentée avec Razor, Mabel, 1, 2, 3 Kid, Jarrett et Owen Hart. C'est très riche une compagnie qui va avoir dans le main event Jerry Lawler contre Roddy Piper. Ouais, puis c'est drôle, Ivan Putski, on en a parlé au dernier podcast biographie de Tito Santana. Fait que c'est ça. Ouais. Juste une petite parenthèse comme ça. C'est rare qu'on parle d'Ivan Putski pareil. Ouais, Ivan Putski. L'année prochaine au podcast, la biographie d'Ivan Putski. Ouais, je charrie pas là. Come on, Polish Power, t'es cœur. Bref, interview time avec Todd Pettengill et Bret Hart. Et Todd montre la même chose qu'on a vu tantôt avec, évidemment, avec Powerbomb sur Bret à Raw. Et Hart dit que c'est une des choses les plus douloureuses qu'il a vécues dans sa vie. Mais Diesel est loin de lui refaire ça encore une fois. Et je ne sais pas si je peux dégager ou non, mais comme j'ai dit, je ne pense pas qu'il va être capable de me le refaire. La première erreur que Diesel a faite, c'est de le sous-estimer, aussi de se surestimer lui-même. Il est impressionnant, Diesel, mais qui jette un coup d'œil sur ma fiche. Tous les lutteurs que j'ai affrontés ont été exécutés excellemment. Et Diesel fait 7 pieds, mais dans le ring ce soir, je vais le mettre au tapis. Puis il va être à ma grandeur. Puis après ça, Todd veut savoir qui va être à ses côtés tantôt. Puis Bret dit qu'il va le savoir très bientôt et qu'il a un plan pour Shawn Michaels et que la personne qui va l'accompagner va s'occuper de lui. J'ai déjà été victime d'injustice et ça n'arrivera pas ce soir, conclut le Hitman Bret Hart. Alors voilà, match numéro 5. Big Daddy Cool Diesel avec Shawn Michaels dans son coin contre Bret Hart pour le champion de la WWF. Un match évidemment champion contre champion, mais comme je viens de dire, seulement la ceinture de Bret est en jeu. Un peu comme c'est cette année. Hein? Ouais, c'est ça, Logan Paul et Cody Rhodes, même affaire. C'est fou, hein? Ouais, moi je pense que je peux pas dire qu'il n'y a pas d'hasard parce que tu sais, il savait probablement pas qu'elle allait faire ça d'avance, mais c'est quand même un beau comment qu'on dit ça, retour de l'ascenseur, si on veut, là, c'est retour dans l'histoire. Là. Ouais. Puis qui va être aux côtés de Bret pour ce combat-là? Le retour de Jim Diavo Nair, l'ancien partenaire de Bret dans la Hart Foundation, qui va s'occuper de Heartbreak Kid Shawn Michaels pendant que Bret lutte contre Diesel. Puis, en fond, le build-up pour le match, c'est pas mal la séquence qu'on a montée tantôt avec le Powerbomb. Pas grand-chose d'autre à part ça. Là. Puis ça, puis que la semaine d'après, le Powerbomb, c'est là qu'il a annoncé qu'il était pas avec quelqu'un à ses côtés de sa famille pour l'aider. Ouais. Fait que, puis là, pour Art Donovan sur Diesel et Bret, c'est comme David puis Goliath. Puis le gars-là m'a dit, oui, c'est vrai, puis on sait tout ce qui est arrivé dans cette histoire-là. Il l'a frappé avec une roche. Ha! Tabarnak!
Ce gars-là, c'était pas leur meilleure idée, finalement. Hein? Non, vraiment pas. Ils l'ont regretté en crise après, aussitôt qu'ils ont fait ça. Là. Mais plus le show avance, plus que même Gorilla puis Macho Man, ils commencent à s'en coller, c'est pas mal. Il y a un moment surtout là, que je vais parler tantôt qui était écœurant. Bref, restez à l'écoute. Oui. Évidemment, Diesel a pris l'avantage avec sa puissance. Mais par contre, il manque une botte dans le coin et le Hitman revient dans le combat avec un roll-up pour un compte de 2. Et après ça, Diesel triche un peu avec des doigts dans les yeux et un choke contre les cordes. Et Diesel manque encore une charge et Brett travaille la jambe de Big Daddy Cool Diesel. Ça dure quelques minutes pendant que Earl est avec Big Daddy Cool, Sean frappe Brett avec une line. Et le Anvil pourchasse Sean, mais il n'est pas capable de le rattraper. Puis ce que je trouvais ça vraiment, je trouvais cool là-dedans, c'est que, évidemment, Sean fait court en tour du ring. Mm-hmm. Puis Nyler, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il court un peu, puis à un moment donné, il fait juste rentrer sur le coin, le poteau, puis il glisse pour aller arriver plus vite sans faire le tourniquet. Là. Je sais pas si c'est ce que je veux dire. Ouais, mais ça, comme c'est un serpent, genre, là. Ouais, c'est une des forces à Sean. Sean, il fait souvent ça autour du ring pour... mais là, c'est Nyler qui faisait ça, là. Je parle pas ouais, de Sean. c'est Nyler, ouais, mais... Non. Mais Nyler, c'est un bon... c'est un bon deuxième, c'est un bon complément à une équipe ou à un lutteur, je trouve, en tant que tel. Puis, il y a une photo aussi de ce match-là qui me fait bien rire. Là. Ouais, mais dans les photos que j'ai prises de ce show-là que j'ai pas mis, que je vais t'envoyer, ben, non, j'ai le spot d'après où ce qui donne la claque. Ouais. Et un peu plus tard, Diesel est à l'extérieur du ring et Art saute par-dessus la 3, mais Diesel bouge et Brett tombe de plein fouet au sol. Puis ça ouvre la porte à Diesel pour commencer à se concentrer sur ses efforts sur le dos du champion défendant. L'écrasement de trottoir et brise d'eau sont au menu. Et après ça, on a le bum classique de Brett dans le coin, Sternum premier, un de ses go-to. Ouais. Et HBK monte sur le tablier du ring pour enlever le coussin du coin pour exposer l'anneau de métal. Nyler se plaint à l'arbitre pendant ce temps-là. Et Brett commence à revenir, mais Diesel, sentant le trouble, lance Hart dans Ebner, l'arbitre. Puis Michaels finit par enlever le coussin après ça. Et Diesel va en profiter, mais Brett bloque ça et rentre la face de Diesel premier dedans. Et après ça, on a Littman avec son comeback, base à la russe, elbow drop de la 2. Un bulldog, j'aime encore bien exécuté. Et un petit paquet donne à chaque fois des comptes de 2 à Hart. Et après ça, Brett va en finir avec le sharpshooter, mais Diesel utilise sa grandeur pour aller aux cordes pour le bris. Et après ça, on a le Hitman qui fait un saut chassé à Diesel qui bombe par-dessus la troisième corde comme un champion. Très bien fait. Et après ça, on a Diesel qui rentre Nyler dans le poteau. Et Michaels frappe Brett derrière la tête avec la ceinture d'Hitman pendant que, évidemment, la base est occupée avec les deux autres. Et Diesel avec une descente du coude. 1, 2, et non! Brett dégage. Et après ça, Anvil réussit à mettre la main sur HBK et il crisse un punch. Mais pendant ce temps-là, dans le ring, Bret Hart est victime du Jackknife Powerbomb de Diesel, mais encore là, on ne saura pas si Bret va pouvoir dégager parce que Neidhart embarque dans le ring et frappe Diesel pour le DQ. Et voilà, gagnant par disqualification, Diesel, toujours champion de la WBF, Bret Hitman Hart. Ouais, c'est peut-être le seul point bémol de ce match-là, mais en même temps... Ça fait du sens. Ça fait du sens quand tu sais aussi qu'est-ce qui va arriver après, puis poursuivre les storylines. C'était pas leur meilleur match aux deux ensemble, Diesel puis Bret Hart, mais c'était quand même c'était un match super solide quand tu regardes les matchs de la carte au complet du King of the Ring. Ouais. Puis Diesel, je pense qu'il aurait aimé ça, je pense, faire quasiment tous les matchs de sa carrière contre Bret Hart parce que Asti, il look comme $1 million à chaque fois qu'il lutte contre Brett, comme pas mal tout le monde, tu vas me dire. Mais... Brett Buchan, je pense qu'il y aurait eu le choix, ça aurait été juste ces deux-là full-time. Ouais, puis Diesel, il se donne en crise. Honnêtement, Diesel, dans ce temps-là, là, c'était quelque chose. C'était un esti de bon big guy. Là, honnêtement. Ouais. Très, très bon match. Solide. Ouais. Nyler finit par partir. Il laisse Brett tout seul à Diesel et Sean. Après ça, malheureusement pour Brett, Michaels avec un marteau pilon puis Diesel avec des coups. Et éventuellement, ils partent après que des officiels viennent les chasser du ring. Matchman aux commentaires se demande pourquoi l'enclume est parti si vite, ce qui est un excellent point de la part de Macho Man. Et un très bon match qui perd un petit peu à cause du finish, mais même comme j'ai dit, c'est comprenable, ça fait du sens. Puis des autres, puis Brett vont avoir des meilleurs matchs par la suite, là, par beaucoup. Ben, tu sais, en même temps, je sais pas si c'est ça qu'ils voulaient faire, probablement pas qu'ils ont pensé à ça, mais le fait que ça finisse, que ça soit un finish, pas un bon finish, puis que ça soit pas le main event, on va en reparler un peu plus tard. Là. Ouais. Que ça soit pas le main event, je trouve que ça enlève aussi
ça fait shiner un peu plus le King of the Ring, puis ça enlève un peu le shine sur un combat qu'on sait qu'elle a volé le show anyway. Ouais. Fait que Mais pour ça, c'est. Moi, ce que j'aurais fait pour vrai, là, c'est que j'aurais fini le show avec le King of the Ring, le tournoi, la finale. Ouais. J'aurais fini avec ça, puis, tu sais, évidemment, je vais le dire tout de suite, là, c'est pas grave, là, c'est un show de 30 ans passé. Là. Mais Neidhart, il vient faire gagner au win tantôt. Ouais. Puis, tu sais, il célèbre à la fin, il célèbre. Fait que moi, ce que j'aurais fait ça comme la fin. Puis, tu sais, si tu veux continuer avec Brett, ben, il arrive, puis, mettons, il veut aller les frapper, mais les officiels l'empêchent d'y aller, genre, là. Ouais. Puis, tu continues même. C'est ça que j'aurais fait, mais bon, c'est correct, là, c'est pas la fin du monde, mais c'est ce que j'aurais fait. Ouais. Puis là, je vais dire ma note, mais je veux savoir si toi, tu trouves ça une bonne note ou bien si tu trouves que, genre, vu que c'est Brett, j'exagère un peu, mais je donne à ce match-là 3.5 sur 5. J'ai la même note. OK, c'est bon. J'ai la même note parce que c'est pas un 4, c'est pas un 5, ça c'est sûr, mais c'est un match plus que respectable. C'est un très bon match. C'est pas un match excellent, mais ça reste un match qu'il faut qu'il soit en haut de la moyenne. Puis, en tout cas, on ne veut pas voler de punch, mais ça risque d'être le match de la soirée probablement dans nos notes de la fin. Fait que non, je suis d'accord avec toi. Tu es right on point. 3.5 pour ce match. All right. Good, parfait. Puis pour le reste, des autres va vivre une restante d'année incroyable. Puis il va gagner les titres par équipe la veille de SummerSlam. Puis il va perdre le titre intercontinental contre Ramon le soir de SummerSlam. Mm-hmm. Il va faire un face turn après les Survivor Series après que HBK l'ait super kické en erreur. Puis il a laissé tomber les ceintures par équipe. Il va gagner le championnat du monde 3 jours plus tard au Madison Square Garden de New York contre M. Bob Backlund. Ouais, dans un match qui va durer vraiment pas longtemps. Quoi, 9 secondes, je pense. 9 secondes, ouais, c'est ça. Ouais, 8-9 secondes. Puis évidemment, Brett, lui, va affronter Owen dans le combat de cage à SummerSlam. Meilleur combat. Mais honnêtement, c'était drôle ça parce que tu sais, quand évidemment, il y a eu beaucoup de DVD, Blu-ray, documentaires faits sur HBK et des autres, tout ça. Là. Mais il disait HBK, il dit Chris, c'est moi qui ai amené ce gars-là qui était juste un doorman dans sa vie à WCW, puis il gagne le titre de WWF avant moi. C'est quoi les chances, Carlis? Ouais, c'est fou, là. C'est fou pareil là, quand tu penses à ça. Là. En même temps, salut de parler un big guy avec charismatique et des muscles comme des autres, tu sais. Ouais, ben, c'est une très belle, un très beau zoo, une très belle chimie qui va être dur à reproduire à ce niveau-là, on va dire. Ouais. Interview time avec Todd Penningill et Drew the King Lawler. Todd lui demande s'il a enfin réussi à trouver. Il dit que. Non, il lui demande s'il a enfin trouvé une aussi grande gueule que lui. Puis Lawler trouve ça bien comique. Puis il dit la dernière fois qu'il a vu une aussi grande bouche, il y avait un hameçon au bout. Ce soir, c'est historique. Le gars-là est nommé après moi. Puis il dit que Todd a l'air d'un modèle de catalogue Sears cheap. Tandis que Hart Donovan dit n'importe quoi, mais prouve que la sagesse n'est pas automatique avec l'âge en vieillissant. Et, il dit Piper, t'as déjà pris ta retraite une fois, parti dans l'obscurité pour en ressortir. Mais ce soir, je vais te frapper si fort que tu vas y retourner. Tous les petits enfants malades à Toronto qui attendent les mains ouvertes, suppliant Piper de gagner le combat pour les aider financièrement, vont être déçus parce que c'est moi c'est contre moi que tu vas être à soir, puis que je vais m'assurer que les petits vauriens du Canada n'aient pas une crise de scène. Puis évidemment, Lawler rit à son petit rire à la fin. Ouais. Alors voilà, match numéro 6. En demi-finale du King of the Ring. Tu ne l'auras pas là-dedans. Non, il n'est pas là-dedans. Ouais, c'est ça. Ben, tu peux mettre le bracket updaté, par exemple. Ça, je pense que je l'ai mis. Ouais, non, pas tout à fait, mais je pense. Oh, spoiler alert! Ouais, c'est ça. On l'a fait. Non, c'est pas vrai, on l'a fait sur 2K, celui-là, c'est pas le vrai, là. Ah, ok. Voici ce que IRS a à dire pendant son entrée sur Razor. Sacre. Razor Ramon, you're nothing but a more than a full gold wearing full tax cheat idiot. Hey, belle promo, t'es excellent. Bien sûr, les deux sont pas étrangers un à l'autre. C'est affronté au Royal Rumble de la même année. Ouais. Et Razor attaque Irwin avant le combat, il l'envoie dans le poteau. Et Shyster réplique avec un coup de genou sur les côtes du bad guy. Et de retour à l'extérieur, où Ramon envoie Iris dans les marches face première. Et Iris avec le move le plus excitant de son arsenal, une prise de tête avec les pieds dans les cordes, pendant que l'arbitre ne voit pas. Et une grosse minute et demie de ça. Ben le fun. Hey, ralentit le tempo. Ouais, justement, il n'a pas ralenti le tempo, son tempo est tout le temps slow. Comeback du bad guy, où il finit par prendre IRS par la cravate et le slam en la tenant.
Et IRS revient avec sa corde à linge en sautant sur les chants de Irwin de la foule pour l'écœurer. Ça a l'air de l'affecter parce que pas trop longtemps après ça, on a le Razor's Edge et c'est terminé. Gagnant du combat et pochant son ticket pour la grande finale, Razor Ramon. Ouais, très mérité, évidemment. Razor mérite. La couronne méritait de gagner ce match-là. Pas le match le plus excitant, mais déjà meilleur que le premier match d'IRS contre Mabel, sans aucun doute. Comme je disais tantôt, IRS puis Razor Ramon ont quand même une très bonne chimie. Puis ça a été encore plus court que le premier match de IRS, 5-13 comparativement à 5-34. Donc, 2 matchs de moins de 10 minutes. On garde ça court et simple pour IRS. Parfait. Un match à l'image de IRS, rien de spécial. Je donne à ce combat-là 1 et 3/4 sur 5. Ah, je vais donner 2 à ce combat-là. OK, c'est correct. Et le prochain match d'IRS en simple, en pay-per-view, sera au Royal Rumble 95 contre l'Undertaker dans un combat entre un Deadman et un homme qui lutte comme s'il l'était. Hey, là, ça va faire. Là. Ben là, ça va faire parce qu'il est plus là dans le show IRS. Lâche-les à IRS, là. Puis si jamais tu le croises dans une convention, là, genre le Wrestling Con l'année prochaine à Ottawa, là. Je vais le serrer à la main, je vais faire comme si rien n'était pareil, je vais faire comme toi. J'ai pas fait ça, moi. Ouais, me semble. Mais non, je respecte tout le monde pareil. C'est pas parce que je l'aime pas comme lutteur que je vais l'envoyer chier si je le vois. Mais là, quand même, j'ai du savoir-vivre quand même. Ça dépend. Ouais, tout le temps. On voit Brett après ça qui se prend le backlash, j'ai écrit Owen Hart. Gros segment. Todd Benninger est en train de mettre le nom de Razor en finale sur le tableau. Il nous dit qu'il n'a pas de nouvelles de la condition du 1-2-3 Kid, mais que s'il en a, il va nous en faire part. Merci, Todd. C'est plaisir. Match numéro 7. Owen Hart, le 1-2-3 Kid en demi-finale numéro 2 du King of the Ring. Et pendant que la tune du Kid joue, on n'a pas de signe de lui. Et Matt Showman et Gorilla disent qu'il sortira sûrement pas à cause de l'attaque de Jeff Jarrett tantôt. Puis il finit par venir, arriver faire son entrée, puis il marche tranquillement vers l'arène. Et pendant qu'il y a encore les lumières où on voit juste la rampe à peu près, là. Ouais. Pendant qu'il y a ça, Owen Hart saute sur le Kid avec une glissade de baseball out of nowhere, puis le Kid revole en tabarnak quand il mange la shot. C'est fou, là. Ouais, c'est malade. Et Hart retourne dans le ring et fait un dive sur le Kid en crossbody de la troisième corde, de toute beauté. Et Owen rentre dans le ring et fait un splash de la 3 pour un compte de 2. Quel début de match! Et après ça, le Kid revient avec une croix de corps pour 2. Même chose après la magistrale. Après ça, on a une torsion du bras du Kid de Owen qui pèse sur R et renverse avec 2-3 roulades pour faire tomber le Kid par les cheveux. Ça, c'est ce que j'aime là, des bons heels quand ils font ça. Tu sais, les heels genre athlétiques. Là. Ils font de quoi de super cool, super fun à faire, une affaire de babyface, genre des flips et tout. Mais à la fin, tu sais, les cheveux pour garder ça, pour dire qu'il est heel. Là. C'est ça. C'est nice, c'est cool. Ouais, c'est cool quand ils font ça. Et le Kid se relève en K-pop. Il envoie le Rocket au tapis avec un coup de pied circulaire pour 2. Et après ça, on a Enzuigiri d'Owen pour un autre 2. Souplesse boréale du Kid 1, 2 et 3. Mais Owen avait les pieds sur la troisième corde. Sur la troisième corde, littéralement. Alors, ça continue. Ouais. Et Hart veut prendre son souffle en bas du ring, mais le Kid fait un flipping senton sur lui. Quel rythme incroyable pour vrai, le match, c'est fou. Là. Ben, on dirait quasiment un match de speed sur Twitter aujourd'hui. Exactement. C'est carrément ça. Là. Exactement. Et coup de pied du Kid est bloqué par Owen qui transitionne ça en souplesse germaine. 1, 2, et non, dégagement du Kid. Position dans les cordes, souplesse ventre à ventre du Rocket. Encore une fois, un compte de 2 qui est dégagé par le Kid. Il tente une souplesse, mais le Kid va derrière Owen. Victory roll, 1, 2. Hart renverse, 1, 2, non! Le Kid essaie un Ouragan Rana que Owen transforme en Powerbomb. Ça, c'est un spot là, que je faisais souvent quand je luttais là, pour le cut-off avant qu'il fasse la tag ou bien que le gars fasse son comeback. Là. J'adorais faire ça. Parce que c'est super facile. Tu prends ton propre bump puis ça va être tout le temps cool. Ouais. Puis pour Owen, c'est comme une transition pour le sharp. Avant le sharpshooter, puis ça réussit. Puis il fait abandonner le 1-2-3 après 3 minutes 37. Ouais, fait que comme je disais tantôt, un match de speed, 3 minutes 37, puis sans vous spoiler rien, c'est le meilleur match du tournoi du King of the Ring by far. Je vais tout de suite donner ma note. Là. Ma note, ça va être 3 sur 5 pour ce combat-là. Je ne pouvais pas mettre plus à cause du temps, mais c'était tellement spectaculaire et bien fait que j'ai donné 3 sur 5. Ouais. Okay.
Avant de dire ma note, je vais dire ça. Un des meilleurs matchs en bas de 4 minutes de l'histoire de la lutte professionnelle. Ben oui, c'est de l'histoire, là, c'est fou. Là. Un rythme endiablé avec une très belle exécution des deux. Puis, si c'est pas déjà fait, allez voir ce match-là absolument. Puis c'est 3 minutes 37. C'est pas long. Là. Ben oui, c'est écœurant. Et je donne à ce combat-là la note de 3 3/4 sur 5. Parfait. Et ça aurait été 4 et plus, ça aurait été genre 2-3 minutes de plus. Fait que, ouais, j'aurais pu donner 4 aussi. Mais... C'est fou parce qu'il n'y a pas de temps mort, il n'y a rien. C'est genre le contraire d'un match d'IRS que j'arrête. C'est parce que ce qu'ils ont fait, dans le fond, c'est qu'ils ont utilisé tout le temps. Oui. Ils ont maximisé le temps qu'il y avait. Puis moi, honnêtement, je trouve ça plate un peu qu'il n'y ait pas eu plus de temps. Ouais, mais c'est correct. Ça fait que le match il sort plus du lot. Là. Ouais, c'est ça. Puis là, en plus, c'est en 94, c'est pas en 2002, en 2006, c'est fou. Là. Ouais. Et avec ça, la finale est confirmée. Razor Ramon contre Owen Hart tantôt. Un match-up très intéressant. Et pour ce qui est du Kid, il va avoir probablement son meilleur match en carrière le mois suivant à Monday Night Raw quand il va challenger Bret Hart pour le championnat de la WWF dans une course perdante. Puis ça aussi, ça va être un autre match à regarder si vous ne l'avez pas déjà vu. Le Bret Hart contre One Two Three en 1994 à Raw. C'est sensationnel. Wow. Et on a ensuite Roddy Piper qui se prépare dans son vestiaire pour une exclusivité Coliseum vidéo, de la deuxième de la soirée. Promo de classique de Piper où il dit n'importe quoi de façon intense et divertissante. Puis en gros, il dit que Lawler va payer pour savoir moquer des enfants malades. Et on a l'impression qu'on est rendu. Match numéro 8, les Head Shrinkers avec Afa et Captain Lou Albano. C'est ton cue, ça, Big. Oh, m'excuse. Contre Yokozuna et Crush avec M. Fuji et James E. Cornette pour les championnats par équipe de la WWF. Et Art Donovan sur Yokozuna. Combien qu'il pèse, lui? 500 livres et plus, Art. Oh, oh, oh! Là, ça, il est excité, là. Il là. Puis Art Donovan sur Lex Luger. C'est qui le gars avec le drapeau américain? Ça, c'est Lex Luger. Ah, OK. Ça commence avec une bataille de rue avec les Shrinkers qui ne vendent pas des coups de tête de leurs adversaires pour sortir après ça avec un Coco Bong en duo sur chacun. Et après ça, on a Samu qui essaie de slammer Yoko, mais ça ne marche pas. Il réussit à se débarrasser en bas du ring avec une corde à linge. Et Yokozuna ressort en bas du ring. Et après ça, on a Crush qui essaie avec Fatou, mais il reçoit un marteau pilon pour ses troubles. Fatou continue avec une descente de la tête de la deuxième corde. Par contre, après ça, l'arbitre est un petit peu occupé avec Jim Cornette. Il n'a pas vu M. Fuji frapper. En fond, il a dardé Fatou dans le cou avec son drapeau américain, son drapeau japonais. Il a dardé, as-tu pogné un 2 minutes ou un 4? 2 minutes, il n'y avait pas de sang. Ah, c'est vrai, t'as raison. Ouais. Mais c'est bien rare qu'un gars saigne parce qu'il a dardé. Là. À moins qu'il l'a ramassé vraiment solide et qu'il s'est sorti par la bouche. Là, mais... Ouais. Et après ça, Crush fait un cordonnage à Fatou qui fait son fameux Rikishi Bump qu'on connaît tous. Et Crush, il va d'un marteau pilon lui-même. Et ensuite, Yoko embarque et fait une leg drop à son vrai cousin pour un compte de 2. Et éventuellement, Samu embarque. Corde à linge à Yoko, il projette l'équipe de Fuji et Cornette ensemble et un double super kick envoie Zuna à l'extérieur. Et après ça, on a Crush qui est dans le pétrin avec une superplex. Mais une descente de la cuisse de Samu pourrait gagner le match pour les champions défendants. Mais Yokozuna brise ça avec une leg drop. Et après ça, on a Lex Luger qui s'approche de l'arène et Crush en porte attention. Et Crush avait écouté le match de qualification, comme je dis tantôt, à Luger contre Jeff Jarrett. Et Luger il a rendu l'appareil dans son combat contre Tatanka. Et bref, Crush est déconcentré et Fatou lui fait payer ça avec un super kick. Et le coup pour la victoire et la rétention des titres par équipe pour les Head Shrinkers. Et après la décision, Crush no sold le finish et Luger monte dans le ring pour se tabasser. Et Lex finit par sortir Crush avec des punches. Et évidemment, Crush va revenir pour continuer la bataille, mais Yokozuna le retient. Puis Luger enlève son chandail. Puis, je sais pas pour toi, j'adore Lex Luger. Là. Mais d'avoir Lex Luger avec ce gear-là, avec ses pantalons tous serrés, là, j'étais mal à l'aise. Lex Luger, je suis souvent mal à l'aise quand je le vois dans un ring. Fait que, avec ces pantalons-là, ça n'a pas aidé sa cause. J'ai dit 15 affaires sur Rush, je vais te laisser celle-là, mais c'est pas correct. Un match faible un petit peu, mais ça aurait pas été pire. Fait que je donne à ce match-là 2 sur 5. Hey, on a quasiment toutes les mêmes notes. J'ai donné aussi 2 sur 5 à ce match-là. La bonne équipe a gagné. La storyline a continué de l'autre bord. Crush et Yokozuna n'avaient pas d'affaire à gagner les titres par équipe de toute façon.
Fait que tu laisses ça dans la division tag team, tu continues tes storylines de l'autre bord, puis ça fait la job, puis ça te donne un break entre ta finale du King of the Ring puis ton match de championnat tantôt que tu as eu. Fait que c'est parfait. Ouais. Un bon match, un bon filler match, en fait. C'est ça. Ouais. La rivalité entre Crush et Luger ne va pas aboutir à grand-chose. Crush va quitter la WWF en octobre et Luger va être impliqué évidemment avec une certaine corporation par la suite. Yoko va renouer sa rivalité avec l'Undertaker quelques mois plus tard. Les Shrinkers vont pour leur part rester champions jusqu'au mois d'août, quand ils vont perdre les titres contre Shawn Michaels et Diesel la veille de SummerSlam dans leur house show, comme j'ai dit tantôt. Ouais. Interview time avec Todd Pettengill et Owen Hart. Brett, l'année passée, t'as gagné le King of the Ring, mais ce soir, t'es un loser, dit Owen. Loser. Ouais. You're a loser. Je vais gagner le tournoi et bonne fête des pères, Dad. C'est vrai, c'était la fête des pères. Ouais, le show était la fête des pères, ouais. Et quand il monte le bracket avec Razor en finale, comme Donovan avait dit, « Ah, je suis juste là! Il va être le roi! Il va être couronné le roi, non? Faut qu'il survive le Rocket, dit Macho. Ah, alright! Match numéro 9. Razor Ramon contre Owen Hart pour la finale, pour le titre du roi du ring. Et voilà. Owen commence avec une prise de tête, mais Razor dit fuck off et il le ramasse avec un punch. Et Hart, encore une fois, finit par faire un headlock et Ramon tente de le faire tomber par en arrière, mais le Rocket tombe sur ses pieds et le gifle au visage. Croix de corps que Razor attrape et évidemment pour faire ce qu'il fait d'habitude de son follow-away slam. Mais c'est un petit peu laborieux, puis genre, on dirait qu'Owen il saute pas, fait qu'il est comme pogné dans les jambes de Razor. C'est un petit peu de la misère un peu, mais il finit par le faire pareil. Et Owen essaie un drop kick sur place, mais Ramon pogne ses pieds encore une fois. Ramon a failli tomber par en avant quand il a pogné les jambes, fait qu'il en faisait un petit peu. Ouais. Coup de la fronde dans le coin. Roll-up 1, 2, dégagement d'Owen. Et en plein milieu du match, là, tout bonnement, là, après genre 2-3 minutes, Hart Donovan déclare que finalement Razor va perdre. Il a décidé ça de même, lui. Ouais, il dit ben l'autre, j'ai vu le show depuis tantôt, puis l'autre, il est plus fort, on dirait. Ouais, mais dans le fond, c'est que sur la feuille à côté, il a vu gagner encerclé, puis il a fait peut-être, ça se peut, ça aussi. Il gagnera pas. Pourquoi Hart? Ben, c'est marqué sur la feuille à côté de moi, ta gueule! Ouais, ta gueule, câlisse! Et Razor finit par ça. Ah non, c'est un coup de pied rouet de Owen sur Razor, mais il s'est fait l'étirement abdominal avec l'aide des câbles. Et Ramon finit par s'en sortir. Il essaie un bras à la volée, mais Owen tient bon. Flip par-dessus la tête de Ramon, mais le bad guy lui fait un très beau choke slam. 1, 2, et non! Follow slam encore une fois, et non! Il tente une souplesse, mais Hart va derrière lui. Il fait un balayage à la russe. Owen monte au top, mais Razor le rattrape et lui fait sa souplesse arrière de la deuxième câble. Après ça, il signale pour le bord du rasoir. Mais pareil, comme un des futurs membres de sa clique, Triple H, quand il a son pedigree proche des cordes. Il est trop proche, puis Razor, il se fait backdropper en bas par Owen. Puis ce que j'ai remarqué là-dedans, c'est ce qui est drôle, c'est que quand il place pour le Razor's Edge, ben, tu vois, avant le backdrop, tu vois Razor Ramon fait juste squeezer les côtes un peu pour dire ouais, c'est le temps. Après ça, aussitôt qu'il fait ça, il fait le backdrop. OK. Ouais. Je trouvais ça cool, c'est une belle touch. Ouais. Et Owen, après ça, amène le ref Joey Marella pour lui parler quand soudainement Jim The Anvil Neidhart fait son arrivée pour voir si Razor est correct. Mais évidemment, c'est une ruse. Il le ramasse avec une clothesline puis il rentre dans le poteau pour le ramener dans le ring. Par contre, c'était l'affaire la plus prévisible ever. Là. Tu le vois quand il lève, il est quasiment déjà en clothesline. Tu fais comme ça, c'est sûr. Mais ouais, voyons, commande. Let's go un peu d'acting. Moi, ce qui m'a plus dérangé, c'est qu'aussitôt qu'il rentre dans le ring, mais l'arbitre, il le voit rentrer dans le ring, puis il est juste là comme ça. Puis il se gratte, puis il est nerveux parce qu'il sait que l'arbitre l'a vu. Là, ouais, puis l'arbitre fait genre, OK, correct. L'arbitre épais, là. Ben, ils ont juste manqué leur cue, je pense. En même temps, connaissant Owen, là, c'est peut-être lui qui a fait exprès, puis c'est le temps, yes, il a manqué il a un cave. Mais en même temps, on sait pas, mais ça me donnerait pas. Ça pourrait. Ouais. Après ça, Hart écrase Ramon avec un elbow drop de la 3 et c'est suffisant pour la victoire, tout comme son frère l'année dernière. Owen Hart est maintenant le King of the Ring 94. Puis tu sais, évidemment, l'elbow drop de Macho Man, ça reste le meilleur. Là. Ah, il était beau. Ah, qu'il était beau. Puis évidemment, Shawn Michaels a aussi un très beau. Puis CM Punk, non, c'est pas vrai.
Mais celui d'Owen, il est fucking beau aussi. Là. La grâce, là, c'est fou. Ouais, puis c'est un bum. Il met pas ses pieds, là, c'est direct sur le dos avec le coude dans le chest, puis c'est souhait. Ah, il est tête. Ouais. Il gardait un homme heureux sur son trône. Ce qui est beau. Pas probablement, le meilleur King of the Ring de tous les temps, selon moi. Mais c'est ça que le monde avait voté pour le tournoi aussi. Ouais. Puis c'était qui en deuxième? Booker T? Non, c'était pas Booker T. Non, il avait affronté Stone Cold en finale, je pense. OK. Mais honnêtement, Booker T, c'est le deuxième meilleur. Oh ouais. Pour la gimmick, Booker T, c'est le deuxième. Oh ouais. En effet. Ouais. Owen et Anvil attaquent Razor. Ils font l'ancien finish de l'équipe dans Earth Foundation. La crise de cœur. En fond, c'est comme. C'est Neidhart qui tient le gars en genre de bear hug, genre en prise de l'ours. Puis là, il fait juste arriver dans l'autre bord pour corde à linge au gars. Ouais. Très beau. Puis c'est quelque chose que Macho Man, au commentaire, a dit aussi quand il a fait ça. Ouais, c'est le finisher de la Earth Foundation dans le temps, ça. Fait que c'est le fun. J'aime ça quand les commentateurs ils suivent, ils sont pas juste beau move. Ouais. Ils donnent de l'information puis des petits seeds sur le passé, puis fait que c'est cool. L'histoire, en fait. Ouais. Et après ça, ils continuent l'assaut sous les We Want Brett de la foule. Les officiels finissent par les faire partir. Puis backstage, interview time avec Raymond Rougeau et Bret Hart. Puis Brett dit qu'il ne peut pas croire ce qui est arrivé, puis il ne fera faire aucun commentaire. Pourquoi il est resté là à attendre avant que la promo commence si c'est pour rien dire en bout de ligne? Pourquoi dire, man? En même temps, c'est pas grave. Au moins, on a vu Raymond puis Bret Hart ensemble. C'est ça, exact. Une bonne finale de tournoi, mais c'était loin de leur meilleur effort. Et la chimie était, comme je disais tantôt, il y a une couple de moments qui étaient la plus laborieux. Mais quand même, c'était un bon match pareil. Pour vrai, ils pourraient faire des moments dans leur sommeil, ces deux-là. Fait que, je vais donner à ce match-là 3 sur 5. Je vais donner 2.5 sur 5 parce que j'ai donné 3 combats d'Owen contre 1-2-3 Kid, puis je trouvais qu'il était meilleur le combat Owen contre 1-2-3 Kid. Je comprends que là-dessus, tu as quand même la finale, l'émotion aussi. Là. Ouais. Mais j'ai préféré l'autre match. Mais un 2.5, je te dirais, qui est très proche du 3. Là. Il chatouille. Mais très bonne finale quand même. Un finish un peu weird parce que c'est pas que ça finit flat, mais tu sais, un elbow. J'aurais peut-être fini ça autrement, mais en même temps, il était tellement beau que. Non, c'est correct. L'autre, ça va être une close-line puis le rentrer dans le poteau face première. Je pense que c'est assez. Ouais, dans le fond. À cause d'intervention, ça fait du sens. Ouais. Et dans un des moments favoris du show, voici une petite conversation entre notre trio de commentateurs. Puis ils se parlent de ce qui s'est passé. Et Macho Man débute et dit: j'ai une théorie. Traite-moi de fou de cinglé, mais je pense que Nyla était dans le coin de Brett avec comme seul motif le fait que Brett garde le titre à Diesel, garde le titre contre Diesel et espère que le Rocket bat Littman, je sais pas. Il dit puis Gorilla commence, il dit je sais pas Randy, je pense pas que là l'autre il coupe la parole dans le vide. J'ai une question. Est-ce que vous allez chier comme ça vous autres dans le temps quand vous luttiez? Là Gorilla puis Macho prennent une pause. Il m'a dit de continuer avec Savage, puis il ignore. Penses-tu vraiment que Anvil est intelligent que ça, Randy? Moi, non. Ouais, mais le Rocket l'est peut-être. Hey, pauvre monsieur, pour vrai, ils l'ont complètement ignoré on air à TV. En même temps, c'est lui qui est cave. Ils font leur job de parler de la storyline, puis de continuer l'histoire, puis lui, il pose une question qui n'a pas rapport là-dedans. C'était juste une mauvaise décision de le mettre là tout le show. Il aurait pu le mettre là un match au pire. Là. Tu le mets ça dans le match tag team, mettons, là, tu l'amènes là. Juste faire Hey, Art Donovan est ici ce soir. Ouais. Au pire, il fait le speech d'avant-match, l'avant-gala, là, il parle, puis après ça, il s'en va. Là. Ouais, mais regarde. La faute de Kevin. Ou tu l'amènes comme timekeeper à côté, tu le laisses là, puis il parle pas, c'est tout. Mais en même temps, c'est ce qui rend un peu le show divertissant pour nous autres qui fait un review. Fait que ça, c'est cool. Oui, c'est sûr. Fait que voilà, un petit bijou, cette conversation-là. Exact. Et on se transporte au stage pour la coronation du nouveau King of the Ring, Owen Hart, avec Todd Pettengill, le président de la WWF, Jack Tunney. Et Owen dit qu'il a fait ce qu'il avait dit et de lui donner le respect qu'il mérite en tant que roi. Et Pettengill dit que Tunney va lui donner sa couronne et tout son kit de roi, mais Hart dit qu'il ne veut rien savoir de ça. Le seul qui mérite cet honneur est le seul membre de la famille, de sa famille qui peut faire confiance, son homme, Jim The Anvil Neidhart. Puis Owen crie à Todd de se mettre un genou au sol, ce qu'il fait à contre-cœur, surtout après que Neidhart et Owen il crie après. C'est cool ça. Ouais. Et autour de Gorilla de parler du fait qu'Owen et Neidhart ont déjà été une équipe ensemble à WWF sous le nom de la New Foundation en 91. Ouais, c'est vrai.
Encore, c'est la même affaire que le match tantôt avec le Heart Attack. Là, c'est la même affaire là, qui parle de leur passé. C'est très bon. Et Owen déclare que sa première proclamation en tant que roi du ring et qu'à partir de ce moment, ce soir, qu'il soit annoncé comme le roi des Hearts et que vous vous en souvenez de lui rappeler et de lui dire avec respect. Et très beau petit segment, cette coronation d'Owen. Ouais, c'est une des très bonnes. Puis Nyland, je trouve qu'il joue bien son rôle, il est là, il est fier de ce qu'il a fait. En voulant dire quasiment, hey, c'est un peu grâce à moi que c'est arrivé. Fait que non, Nyland, je sais que c'est pas le meilleur des lutteurs, c'est pas le meilleur des Hearts, mais je trouve que c'est un gars très important. Puis je suis pas gêné de l'avoir dans l'entourage des Hearts, même dans les matchs. Là, c'est un gars que je trouve quand même très respectable pareil, là, honnêtement. Ouais, il est solide. Ouais. Et Owen va continuer son ascension avec un match de championnat, évidemment, contre son grand frère Brett à SummerSlam dans une cage. Nyland, lui, va être au comté de Owen jusqu'à son départ en décembre de la même année. Il était même supposé gagner les titres par équipe ensemble à un moment, mais avant que Nyland s'en aille et ça se virer. Mm-hmm. Et pour Ramon, il va récupérer son titre intercontinental contre Diesel à SummerSlam. Ouais. Puis là, on parlait de Donovan tantôt qu'il aurait dû juste l'ignorer. Là. Mais là, il y a une intervention de Gorilla puis Macho Man, puis tu vois juste les deux, tu vois pas Donovan est à côté, mais tu les vois pas, ils font juste cadrer vers Macho Man puis Gorilla en blanc dit c'est assez. Là. Ouais, exact. C'est drôle. Puis il dit, j'imagine que son micro devait être coupé aussi pour pas prendre de chance. Mm-hmm. Puis évidemment, il nous montre des événements récents concernant le match Lawler et Piper. Évidemment, c'est un back and forth entre les deux. Là. Lawler fait venir un jeune fan déguisé à Roddy Piper qui parle comme le Hot Rod. Puis il imite bien en plus pour vrai. Il était un bon imitateur de Roddy Piper. Fait qu'en gros, c'est ça. L'autre, il veut gagner le match pour les enfants malades puis donner l'argent pour les aider. Puis Lawler veut pas. Puis il niaise Piper avec le kid. Mm-hmm. Puis là, ce qui est drôle, c'est que Gorilla, il a l'audace de crier « La nouvelle génération, c'est ici que ça se passe! » Avec Lawler qui a 44 ans, puis Piper qui en a 40. Il y avait-tu 44 ans à cette époque-là? Lawler avait 44 ans, puis Piper avait 40 ans dans ce film. Tabarnak, ça. 94. Tout ce qu'ils ont fait après, c'est malade. Là, ça n'a aucun crise de sens. Là. La nouvelle génération est bonne. Ouais. Puis c'est aussi le premier match de Piper depuis WrestleMania 8, 2 ans avant, quand il avait évidemment affronté Bret Hart, oui, pour le championnat intercontinental. Ça, c'était avec le fameux match où il avait saigné puis il avait fait en semblant que c'était pas vrai pour pas que Vince les punisse. Ouais. Puis avec la cloche là, que Piper a pu utiliser mais qu'il n'a pas faite. Match numéro 10. C'est quoi, tu vas dire que tu étais impressionné de te rappeler de ça, quoi? Ouais, exact. Match numéro 10. Jerry the King Lawler contre Roddy Piper, qui va être accompagné par le jeune imitateur de Piper. Et petit micro d'avant-match du King. Il dit que Piper n'aura pas d'argent à donner aux petits morveux malades à Toronto et que Lawler ne leur donnera pas une maudite scène à personne, lui non plus. Puis l'entrée de Piper, par exemple, est cool, là, avec un groupe d'Écossais qui joue la tune de Roddy avec leur cornemuse à sac. Très, très cool. Et avant la cloche, Piper reprend sa ligne du film classique They Live. Il dit qu'ils sont venus ici pour botter des culs et manger de la gomme ballon. C'est pour ça que le jeune il dit qu'on n'a plus de gomme ballon. Et Piper lance son kit au visage de Lawler et c'est parti pour un tour. Puis là, je veux pas être plate, mesdames, messieurs, mais écoutez-moi bien. Là. Ce combat-là n'a pas grand contenu là, côté lutte. Là. Puis je vais juste décrire ce qui se passe, qu'est-ce qui n'est pas du brawling, parce que c'est 3/4 du match, malheureusement. Fait que... Ouais, puis le match n'est pas si long que ça non plus. C'est en bas de 10 minutes, là, je pense. Là. 12 minutes, je pense. 12 minutes, ouais, t'as raison, t'as raison. Et à l'extérieur du ring, Roddy tient Jerry pour le jeune imitateur qui lui donne un doigt dans les yeux à la Piper. Ça, c'était cool. Ah ouais. Dans l'arène, Hot Rod Black bloque un coup de pied au visage et fait une goutte atomique et envoie le roi en bas. Et Lawler travaille un peu la main de Roddy et un gros 2-3 minutes passe avant le prochain move qui est une prise du sommeil de Lawler. Intéressant. Marteau pilon réussit, mais en heel cocky épais, le roi écœure la foule et prend son temps, ce qui lui vaut un compte de 2 seulement. Et Piper va de 2 bulldogs sur Jerry, mais sur le 3e, Lawler pousse Roddy Piper sur Earl Hebner qui fait un ref bump. Après ça, Lawler qui sort un objet de son gear, ce qui est sûrement un rouleau de scène noire, un genre de point américain si on veut. Là. Il frappe le Hot Rod. Le roi avait fait le tomber où l'imitateur est placé, juste devant le pit. Puis il met ses pieds sur les cordes. Hebner fait le compte tranquillement avant dans son état qui est vraiment, il vient de se faire ramasser. 1,
in extremis, le genre enlève les pieds des cordes de Lawler. Puis Jerry the King Lawler est sur le bord de l'attraper quand Piper lui fait une souplesse arrière laborieuse pour gagner le combat et nous sortir de notre misère. 12 minutes 30 que ça a duré. 12 minutes fucking 30 de ça. Ouais, puis ça, c'est un match, sans dire qu'on s'en crissait, mais après le tournoi du King of the Ring, après le match de championnat de Brett Diesel, t'as pas envie de voir ça. T'as le goût de rentrer chez vous, puis on dirait quasiment que c'est un extra après Raw là, qui te met un bonus match. Ça répète le Dark Main Event aussi. Là. Ouais, facilement, mais non, c'était pénible à regarder, puis non, mal placé dans la carte, il aurait pas dû être là. Ouais. Et Piper sort Lawler du ring, il essaie avec le jeune qui le met sur son épaule à la Macho Man Elizabeth, mais pas pour la même. C'est pas le même résultat, mettons. Les dépêtards partent et Gorilla nous souhaite la bonne nuit. Sinon, un main event dégueulasse, super ennuyant, puis c'est ça, la nouvelle génération est dans le trou. Heureusement, c'était pas ça. Ouais. Je donne à ce combat-là la note de 1/2 étoile sur 5. Je donnerai pas 0, fait que je vais donner une demi-étoile aussi. Okay. Et Piper va quitter la WWF pendant l'été et va revenir à WrestleMania 11 pour arbitrer le High Quit match entre Bret Hart et Bob Backlund. Et pour sa part, le roi Lawler va partir en rivalité avec Doink the Clown. Ouais. Alors voilà. Et dans un dernier segment, la caméra de Coliseum Video nous envoie une conversation privée, entre guillemets, entre HBK et Diesel. Puis Sean fait un pep talk à Daddy Cool Diesel en disant qu'il était proche de Bad Brett et qu'il va réussir s'il continue à suivre son leadership et qu'ils vont, tu vas gagner la ceinture. Puis ils finissent par voir la caméra, la caméra, puis ils chassent la personne qui tient la caméra pour finir non seulement le segment, mais aussi le pay-per-view. Yes! Ouais. King of the Ring 94. C'est drôle parce que même si souvent nos notes sont pas 8, 9, 10 pour des shows, toujours beaucoup de fun à regarder ces shows-là de 90 à 96, mettons, tu sais, 97. Là. Ben, même après, mais. Quand on dit nos notes, il faut être objectif pour le match. Là, mais oui, ça veut pas dire que on peut enjoy un show pareil. Tu peux donner un show 10 sur 10 pour enjoyment, mais c'est pas si bon que ça. Là. Puis, tu sais, il faut garder en tête aussi qu'à cette heure, les lutteurs sont tellement forts, que le produit est tellement bon, c'est tellement wow, que ça a l'air facile. Mais dans ce temps-là, c'est en 94, oui, il y a des très, très, très bons lutteurs, mais ça reste en 94. Faut savoir partager nos émotions de la réalité. Oui, exactement. Fait que, parlant d'émotions et de la réalité, on va dire nos matchs of the night et tout le kit. Fait que match of the night, je vais laisser commencer. Ben, match of the night pour moi, c'est tough là, parce que c'est plus dur de faire un match long puis bon. Fait que je vais donner quand même mon match of the night à Diesel contre Bret Hart. J'ai préféré mieux Owen Hart contre Kid, mais tu sais, c'est cool. Fait que je trouve que ça rentre en ligne de compte pour ma note. Fait que je vais y aller avec le combat de Bret contre Diesel. OK. Moi, je donne le match of the night à Owen contre le Kid. OK. 3 minutes ou 10 ou 15, si le match est bon, Ah, je comprends. Mais... Ouais. En même temps, l'autre aussi est excellent. J'enlève rien aux deux. Là. Ouais. Le pire match, ça va être facile. Là. Le dernier. Ouais, Lawler contre Piper. Puis la note du show, je vais commencer. Je donne à King of the Ring 94 la note de 7.5 sur 10. Oh, calice, c'est allé haut? Tu trouves ça haut, toi, 7.5? Ouais, là-dessus, il y a un match qui est presque 4 étoiles, puis il y a un match qui est 3,5. 3 et 3 quarts même. Fait que, toi, tu as 2 matchs en haut de 3,5. Ouais, mais c'est ça. Mais c'est ça. Overall, même les matchs qui sont moins bons, à part genre les matchs d'IRS puis le main event, puis le tag match aussi n'est pas super, là, mais c'est rien de. À part Piper, là, il n'y a rien de vraiment dégueulasse que tu ne veux pas voir. Là. Le reste, c'est du filler raisonnable. Là. Ouais. Il y a le tout de l'événement aussi. Il n'y a pas juste les matchs. Là. La story avec Brett avec Neidhart puis tout ça dans la soirée, le tournoi qui push le bon monde, les matchs étaient bons. Pour vrai. Je vais couper la poire en deux parce qu'au début, je tirais plus sur le 6.5, mais je vais donner à King of the Ring 94 7 sur 10. Ouais, c'est correct. C'est respectable. Ouais.
Ben, moi, comme j'ai dit, comme on l'a dit tantôt, c'est pas parce que le show est. Non, mais non. Show est bon. On enjoy le show pareil, là, c'était vraiment bon. Fait que non, pour vrai, 7.5, je trouve que c'est raisonnable. Puis je reviens pas contre ma décision. Parfait, reviens pas. Assume, comme ils disent. Ouais, parce que sinon, ça va aller mal. Well, c'est ça. King of the Ring 94. Il est rendu où, King of the Ring? Dans le rétroviseur! Il est en arrière de nous autres, on le voit plus. Il est en arrière de moi pour vrai, là. Ouais. Un autre de fête. Ouais. Fait que, évidemment, bien sûr, la semaine prochaine, pas la semaine prochaine, mais bientôt, King of the Ring 2002. Yes. Un très bon King of the Ring aussi. Très quoi à rajouter ou ben, comme je l'ai dit tantôt, c'est un des meilleurs tournois avec les lutteurs qui m'intéressent de cette génération-là, de cette ère-là à regarder. J'ai beaucoup de plaisir à revoir mes lutteurs que j'aimais lutter, que j'aimais voir lutter à ce moment-là. Le vibe du show il est cool. Le fait qu'Owen gagne le King of the Ring, ben ça vous le savez, on le dit souvent, là, au moins Owen, c'est un de mes tops. Fait que ben content. Content de voir un bon match de Diesel aussi contre Brett. On va se répéter souvent, là, puis TJ, c'est fan numéro 1 de Brett, là, mais quand il y a un match de Brett sur la carte, c'est pas mal toujours c'est un no-brainer que c'est dans le top. Là, fait que il est solide, que ça n'a pas de crise de sens comment il est solide dans ses matchs. Là. Ouais. Puis je vous le conseille fortement. Puis allez écouter ça. Puis tu sais, la musique rétro, tout est cool. Le rétro, on est nostalgique, c'est le fun. On aime ça. Ouais. Fait que voilà, la semaine prochaine, Marco, on va prendre un petit break. Un petit break. Je sais comme ça, on va en faire à tous les semaines. Là. Mais on va couper les reviews des pay-per-view en deux. Donc, on va aller avec ça la semaine prochaine à la place. Oh oui, aujourd'hui dans l'histoire, la surprise du siècle, Monday Night Raw 1993, où le 1-2-3 Kid va surprendre le bad guy Razor Ramon au un des plus gros Raw de l'histoire. À l'époque. Ouais. Et aussi, bien évidemment, on va leur montrer parce que ça s'en est bientôt. Ouais. King of the Ring 2002, avec évidemment l'année la plus fulgurante pour une superstar de la WWE. Brock Lesnar en 2002 était sur une autre planète. C'était le next big thing, c'est le cas de le dire. Donc King of the Ring 2002 avec entre autres Ross, McDonald, RBD, Jericho et Tess, l'excellent Tess qui est là aussi. Yes sir. Puis là, on a parlé la semaine dernière que Casey Diamond va être au podcast le 13 juin. Oui. On a annoncé quelqu'un d'autre cette semaine. Là, Tu veux-tu que je te dise c'est qui? Ben ouais donc. T'es toutes dans le... Il y en a 3. Moi, je peux en mettre un au hasard puis on va dire que c'est celui-là qu'on a montré. Attends, non, parce que c'est pas celui-là que je vais annoncer. OK. On a annoncé Casey Diamond puis on a annoncé une autre personne aussi au début de la semaine. Voulez-vous que je mette la photo parce qu'elle n'est pas là? Attends une minute, je vais aller la chercher. OK. Je vais aller la chercher. Non, je ne l'ai pas. Il manque... tu peux-tu le mettre? Oui, je peux bien. Il manque celle qui n'est pas là. C'est-tu JP? Oui. OK, c'est JP. Right. Jean-Paul Lévesque. Jean-Paul Lévesque au podcast, ben oui. comme si tu dirais ça comme ça, tu sais. Oui, c'est ça. Mais le 13 juin, évidemment, pour la toute première fois sur le podcast Entre deux chaises de métal, il sera également de la carte du 15 juin prochain au centre Slush Poppy à à Gatineau, excusez. Nul autre que le vétéran du ring, Jeremy Prophet, qui va être dans le podcast avec nous. Il va pouvoir nous parler évidemment de Black Québécois, de Lutte Academy, de ses expériences à la WWE, AEW, Ring of Honor, qui a traversé le globe, son expérience à la Nightmare Factory avec Cody Rhodes, Billy Gunn, entre autres, et QT Marshall comme coach. Donc, ça va être bien intéressant de l'entendre jaser de ça. Évidemment, Jeremy Prophet qui parle aussi français. Fait que pour ceux qui se demandaient s'il était juste anglais, qu'ils ne l'ont pas entendu souvent parler, c'est un francophone aussi. Donc, bien intéressant. Ça va être le deuxième invité qui a été annoncé. Jeremy Prophet. Lundi, on annonce un autre. Fait que soyez là. Exact. Puis la dernière semaine, on va en annoncer 2 parce que... parce qu'on ne peut pas faire ça un tous les semaines parce qu'on se rendra pas. Tard, c'est ça. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. Puis il va y avoir des surprises aussi. Hein. Il va y avoir du monde qui ne sont pas annoncés qui vont faire des caméos dans ce show-là. Je vous en dis pas plus. All right.
Fait que si on veut savoir qui va être là, ben, c'est de regarder le show le 13 juin sur Facebook, sur Twitch et sur YouTube. Tune in, brother! Fait que voilà, c'est ce qui conclut Retro Review de King of the Ring 94. Un show qui est, comme Marco a dit tantôt, un bon show à regarder. Ouais. Puis allez le voir si c'est pas fait, parce qu'évidemment, c'est la nouvelle génération, hein. C'est tant bon. C'est pas une nouvelle ère, c'est la nouvelle génération. Ouais, dans ce là c'est juste une génération, c'était pas une ère, ouais. Alright, fait que ce qui conclut King of the Ring 94. Merci tout le monde d'avoir été là. Merci Marco. Merci TJ. Fait qu'on se revoit, on se revoit jeudi prochain pour travailler la table et on se voit dimanche prochain pour la surprise du siècle avec le 1-2-3 Kid contre Razor Ramon. Mais d'ici là, surtout, allez, bah!